Marie Dupont, je suis chargée maintenant depuis 5 ans, bientôt 6, pour la valorisation en environnement numérique, tout spécialement des archives Guizot. Très bien. Donc bien sûr, vous dire que je suis très heureuse d'être ici avec vous pour consacrer ce moment de commémoration à Guizot et ses correspondances. Guizot épistolier, c'est l'homme de lettres, le critique littéraire, l'archiviste, l'historien, l'éditeur, l'académicien, le politique et le diplomate. C'est aussi l'homme amoureux et l'ami. La première difficulté soulignée par les biographes de Guizot est l'immensité des sources qu'il a laissées. L'importance de la correspondance dans la vie et l'œuvre de l'historien apparaît en envisageant le temps qu'il y a consacré, son rôle dans son information et la formation de sa pensée, tout en conduisant à envisager les liens entre son œuvre publique, son œuvre intellectuelle et sa correspondance. Le fonds Guizot pose un défi archivistique et historiographique. L'étendue et le volume ne constituent pas les seules difficultés posées par le fonds. Il faut en souligner la richesse thématique et interroger le soin qu'il a pris pour conserver et classer les lettres reçues et la copie de celles qu'il écrivait, en demandant souvent le retour de ses propres lettres. Je présenterai donc les résultats de l'édition en cours. Je ne reviendrai pas sur la méthodologie éditoriale. J'y ai consacré un article publié dans les actes de congrès du CTHS, le virtuel et le chercheur. Voilà, puis elle est aussi présentée sur le site. Je veux bien sûr remercier le CTHS pour son soutien à cette entreprise éditoriale depuis 2019, au travers notamment du prix des sociétés savantes en 2020, et aujourd'hui en resserrant encore les liens entre le CTHS et son histoire. Je veux encore remercier l'association François Guizot pour sa confiance dans la conception et la réalisation de ce projet éditorial. Je veux aussi souligner le soutien de la plateforme IMAN, du laboratoire Talim CNRS-ENS et celui de l'Observatoire des humanités numériques de l'ENS Ulm, qui assure la maintenance technique de ce projet et qui permet de l'inscrire dans une démarche critique et scientifique. Et je veux encore remercier le ministère de la Culture et la DRAC Normandie, qui sont aussi des soutiens de ce projet. Mais je voudrais, en ce moment de commémoration, laisser amplement la parole à François Guizot, tout en faisant entendre celle de ses correspondants. Et commencer déjà avec un extrait d'une lettre à Dorothée de Liéven, alors qu'il se consacre à la rédaction de ses mémoires. Il lui écrit du Val-Richer le dimanche 30 septembre 1849. « J'ai la fantaisie d'être un peu connu et le sentiment intérieur que je mourrai les poches encore pleines, n'ayant pas montré la moitié de ce qui valait la peine d'être vu. Je veux qu'après moi, on se doute un peu de cela, et qu'en parlant de moi, on se dise « c'est dommage qu'il n'ait pas fait tout ce qu'il voulait ». C'est peu d'avoir été quelque chose, si on ne laisse au public le sentiment qu'on pouvait être bien davantage. Le monde dédaigne et oublie bientôt ce qu'il croit avoir mesuré jusqu'au fond et épuisé. Il faut qu'il entrevoie de l'inconnu, qu'il n'a pas su voir et s'approprier. Alors il estime et admire vraiment. Je suis sortie de la scène sur un échec, très immérité, je pense, mais enfin sur un échec. Je ne veux pas, si Dieu me donne vie, m'en aller tout à fait dans cette position-là. Je veux que mon pays se doute qu'il a eu tort de me laisser tomber et qu'il me relève lui-même, non pas dans l'arène politique, mais dans sa pensée. Et je suis sûre que je peux lui donner ce sentiment-là sans blesser son amour-propre et réveiller sa mauvaise humeur, en excitant au contraire sa curiosité, son regret et son respect. Guizot nous invite à ne pas cesser d'interroger ce qu'il a laissé, ses œuvres et son engagement, en éclairant les liens serrés entre son action publique et son œuvre intellectuelle, et en invitant à porter attention à son discours au-delà de la chute de 1848. Et c'est ce que je vais tenter au travers d'un bref parcours de sa correspondance. D'abord, vous présenter les corpus de correspondance de Guizot. Donc, le projet Guizot épistolier, ça fonctionne comme une bibliothèque numérique des archives et à la fois qui mêle une dynamique à la fois éditoriale et scientifique pour étudier les correspondances. C'est à peu près 50 000 fichiers JPEG et c'est donc des ressources qui considèrent tant les périodes révolutionnaires, le Premier Empire, la monarchie de Juillet, la Deuxième République et le Second Empire. Il y a eu une première phase éditoriale qui a d'abord consacré, qui a été la plus longue pour le moment, à la 3e série, c'est-à-dire le corpus de la correspondance croisée entre François Guizot et Dorothée de Liéven.
C'est une correspondance croisée de plus de 11 000 pages, échangée pendant 20 ans, de 1836 à 1856. Et c'est une correspondance amoureuse, politique, diplomatique. Et pour l'instant, sont accessibles 2904 lettres, ce qui correspond à peu près à 10 000 pages. Et elle est accessible, je l'ai organisée en structuration biographique et thématique que je vous laisse découvrir sur le site. Il y a maintenant, depuis le mois d'octobre, une deuxième phase. C'est donc l'éditorialisation, l'édition en environnement numérique de la 4e série des Archives nationales, donc, qui a une amplitude de 1806 à 1874. Et donc, qui est appelée Correspondance de François Guizot, personnel et de fonction. Il y a donc 36 000 fichiers à identifier, inventoriés, indexés et structurés. Maintenant, nous en sommes en 7 mois de traitement. 2650 pages sont accessibles, 735 lettres, donc dans 35 sous-collections. Et on arrive déjà, alors que pas un dixième du fonds a été traité, on arrive déjà à 199 correspondants. Voilà. Alors, quels sont les enjeux éditoriaux, finalement, puisque quand on édite des correspondances, c'est aussi manifester des enjeux éditoriaux et scientifiques. Eh bien, c'est cette volonté, finalement, dans l'historiographie générale, c'est libérer Guizot, qui, ça c'est sûr, ni républicain, ni démocrate. Et il est un peu enfermé dans une réception historique tendue, entre l'historien et le politique, entre l'œuvre positive du ministre de l'Instruction publique et la chute du ministre des Affaires étrangères et du président du Conseil de 1848. Donc l'enjeu est aussi de réévaluer sa carrure européenne et sa réception internationale, de manifester les rapports entre action publique et œuvre intellectuelle en envisageant notamment son action académique et de réévaluer sa posture publique et institutionnelle après 1848 que certains nomment la fin de parcours. À 60 ans, c'est quand même un peu jeune. Très bien. Et donc, amené comme ça, à la fois dans cette dynamique d'édition, donc d'éditorialisation historienne, eh bien, j'ai été amenée à déterminer des axes d'investigation littéraire, en suivant Gabriel Debreuil, qui pose d'ailleurs cette question-là, l'immense correspondance de François Guizot, est-ce son plus beau titre littéraire ? Et puis, investir la piste d'une relation génétique entre sa correspondance et ses mémoires. Et ça, c'est quelque chose qui, je vous ai mis donc en image, quelque chose qui donne déjà une idée de ce rapport un peu entre cette correspondance et ses mémoires. Il s'agit, en ces 10 volumes reliés en maroquin vert, eh bien, en fait, c'est déjà la correspondance croisée Guizot-Liévenne qui a été reconstituée et retranscrite du vivant de Guizot. Donc, on voit bien là, finalement, il se sert des correspondances et il reconstitue une archive. J'utilise notamment aussi, puisque c'est en environnement numérique, pour interroger ces rapports entre sa correspondance et ses mémoires, un outil Intertext Finder de l'université Gustave Eiffel qui m'a proposé d'essayer. Et là, juste pour vous donner une image, donc vous avez la lettre transcrite et on se rend compte, et là c'est un extrait des mémoires, et on se rend compte très facilement, sans même rentrer dans le texte, comment il réutilise son discours, son propre discours épistolaire pour la rédaction de ses mémoires. Très bien. Donc, éditer une correspondance, c'est quoi ? C'est ne pas cesser de poser la question « qu'est-ce qu'une lettre ?» Une archive, un document historique, un témoignage, un instrument d'information. Et d'interroger aussi le processus d'écriture mis en œuvre au sein du discours épistolaire. C'est un moyen d'action, un espace d'expression, de réflexion critique, un espace de construction d'une identité intellectuelle et publique ou un espace d'élaboration du discours autobiographique. Eh bien, une perspective historique, tant sur les études épistolaires que sur la lettre, permet d'éclairer de nouveaux axes d'exploration de l'épistolaire Guizot en observant les pratiques épistolaires et les usages de la lettre 19e. Le premier lien qu'il y a entre épistolaire et littérature, c'est notamment ça apparaît 17e, 18e siècle, c'est toujours cette dimension, si le discours épistolaire est amoureux et notamment féminin, bam, directement, ça crée un lien avec la littérature. Et donc, à un moment donné assez étrange, François Guizot donc, entame une relation avec Dorothée de Liévenne et il lui confie le corpus de correspondances échangées avec ses 2 premières épouses, Pauline de Meulan et Elisa d'Ilan. Elle lui répond: j'ai faim, j'ai sommeil, mais je ne puis ni manger ni dormir avant de vous avoir remercié de ce bon billet, de ces bonnes connaissances que vous m'avez fait faire. J'ai tout dévoré. J'ai cherché l'histoire, le roman, c'est là ce qu'il me fallait d'abord. Il y a trop peu de cela, mais comme le peu qu'il y a m'a ému. Que répond Guizot ? Guizot, en historien, considère la correspondance comme un document authentique et comme une archive vive.
J'étais sûre que les volumes vous plairaient beaucoup. Si je n'en avais pas été sûre, je ne vous les aurais pas envoyés. Je ne déteste rien que la profanation d'un souvenir. À présent, je vous parlerai librement de ces deux nobles créatures qui ont tenu tant de place dans ma vie. Il n'y a jamais eu, entre elle et moi, 5 minutes de roman. Je méprise le roman. Il a la prétention de surpasser la réalité et il lui est bien inférieur. L'amour vrai, l'admiration vraie, le dévouement vrai sont très rares. C'est pourquoi les gens qui ne s'y connaissent pas les appellent romanesques. On a un autre élément aussi qui nous permet d'envisager les rapports entre Guizot et les correspondances. Et c'est un recueil vraiment intéressant donc, qui est publié par Pauline de Witt, donc la plus jeune fille de Guizot en 1887. Et elle rassemble en fait différents articles qui ont été écrits par Monsieur et Madame Guizot, c'est-à-dire Madame Pauline de Meulan et donc Guizot. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout de suite, on voit les caractéristiques, donc reconnues au style épistolaire, c'est l'expression du naturel de l'esprit et de la franchise de caractère. Et cette idée que dans cette posture épistolaire, eh bien, la réflexion la plus simple prend quelque chose de profond. Alors, que disent Monsieur et Madame Guizot à propos des correspondances ? On y trouve, dans les correspondances, bien autant d'instructions que sur un journal, et d'esprit que dans la conversation d'un homme qui juge Corneille et Voltaire d'après des feuilletons. D'ailleurs, la plupart des hommes sont commères. Une correspondance les intéresse toujours, c'est un secret surpris. On ne s'empresse guère d'aller voir en public celui qui se montre partout, mais que l'on puisse apercevoir par sa fenêtre ce qui se passe dans son cabinet, et tout le monde ira y regarder. Si la correspondance est suivie, c'est en quelque sorte une histoire de celui qui écrit. Une scène où les événements se présentent, pour ainsi dire, en personne, où on les voit arriver, passer, s'oublier, où on en reçoit l'impression à mesure qu'ils arrivent. Si les correspondances sont courtes, mêlées du même temps, on aime à comparer, à y chercher les mœurs, l'esprit du temps, celui de la société. Et autre point qui, je crois, pour les éditeurs de correspondance est très intéressant, c'est que le mérite d'une lettre tient non seulement à la personne qui écrit, mais encore à celle à qui on écrit. Et cela, ça valorise quand même aussi toutes les correspondances passives. Très bien. Pour continuer ce panorama, dans les plus anciennes, en tout cas les premières lettres rassemblées et conservées donc de Guizot, il y a un corpus vraiment intéressant, donc de 1806-1809, et c'est Guizot vraiment jeune homme de lettres, et c'est sa correspondance littéraire avec Chateaubriand. Eh bien, je laisse Guizot qui en parle justement dans ses mémoires. Donc, on voit encore un exemple de réusage des correspondances, voilà. Et il l'introduit et documente cette lettre beaucoup mieux que moi. En 1809, M. de Chateaubriand publia Les Martyrs. Le succès en fut d'abord pénible et très contesté. Ma disposition était toute contraire. J'admirais passionnément M. de Chateaubriand, idées et langage, ce beau mélange de sentiments religieux et d'esprit romanesque, de poésie et de polémique morale, m'avait si puissamment ému et conquis que peu après mon arrivée à Paris, en 1806, une de mes premières fantaisies littéraires avait été d'adresser à M. de Chateaubriand une très médiocre épître en vers dont il s'empressa de me remercier en prose, artistement modeste et poli. Sa lettre flatta ma jeunesse et les martyrs redoublèrent mon zèle. Donc ça, hein, ce sont je vous laisse aussi, elles sont accessibles en ligne. Bien sûr. Et ce que je veux vous faire aussi remarquer, si vous voyez tout en bas, donc ça c'est la suite des mémoires où il décrit ce rapport épistolaire avec Chateaubriand, mais c'est tout de suite en note 1, et donc là on est vraiment en Guizot, historien, éditeur de correspondance, hop, j'insère dans les pièces historiques placées à la fin de ce volume 3 des lettres que M. de Chateaubriand m'écrivit à cette époque et à ce sujet. Et ça, finalement, c'est une pratique scientifique historienne qu'on retrouve, que ça soit dans son Cromwell ou dans son Monk. C'est-à-dire que le discours historique est toujours documenté et authentifié, nous pourrions dire. Très bien. Ensuite, pour continuer ce parcours, avec Guizot académicien. Donc là, on est sur une fourchette longue, 1832-1874. Alors 1832, l'Académie des sciences morales et politiques, il fait partie des premiers membres, vu qu'il a activement participé à la reconstitution de cette Académie des sciences morales et politiques. Un an plus tard, il est à l'Académie des inscriptions, et 1836, c'est l'Académie française. Et c'est vrai que la correspondance académique, c'est une pratique des communautés savantes, et ça permet vraiment d'envisager un parcours politique et intellectuel à considérer dans son ensemble, donc sans la rupture de 1848, chose
aussi importante, c'est un espace indépendant d'expression libre d'une pensée intellectuelle et politique, mais aussi d'une œuvre scientifique. Et là, je n'ai pas le temps d'aller un peu plus, mais c'est-à-dire que là, vraiment, avec ce positionnement de Guizot pour l'autonomie et l'indépendance de la communauté savante par rapport au pouvoir politique, c'est vraiment les principes qui ont prévalu au moment de la fondation de l'Institut en 1795. Très bien. Et alors, Guizot, académicien, marque justement cette différence entre le parlementaire, le député et le député académicien. Et donc, il écrit donc, à Dorothée de Liévenne, 1839, il est un peu en retrait des affaires, mais il est resté député. Notre chambre n'aime pas qu'on plaisante. Il lui semble qu'on ne la prend pas au sérieux. Elle n'aime pas non plus les compliments. Et M. Villemain en est prodigue. C'est l'usage à l'Académie. Entre gens d'esprit de profession, on se croit obligé de ne pas passer sans une révérence devant l'esprit, les uns des autres, comme les prêtres catholiques ne passent pas sans un salut devant l'autel. Notre chambre ne se pique pas d'esprit et n'en juge que plus sévèrement ceux qui en ont. Et ce qui est aussi très intéressant dans une autre lettre de 11 ans plus tard, c'est sur cette espèce de savoir-être ensemble et de savoir-vivre et de bonnes relations qu'il y a à l'Académie. Donc, il écrit, donc 1850, Duval-Richer, « Je vous quitte pour 2 visiteurs qui viennent me demander à déjeuner. Monsieur Élie de Beaumont et Monsieur Emmanuel Dupaty. La géologie et le vaudeville, l'Académie des sciences et l'Académie française. Ce sont 2 hommes d'esprit et 2 très honnêtes gens qui m'aiment et que j'aime. » Et toujours dans ces relations académiques, parfois il y a des relations académiques qui créent des moments épistolaires inattendus. Notamment Victor Hugo Guizot. C'est pas forcément ce qu'on s'attend à trouver. Et donc le 5 janvier 1849, dans le cadre de ces relations académiques, François Guizot envoie à Victor Hugo son essai de la démocratie en France. Et Hugo lui répond: tout votre grand esprit, monsieur et cher confrère, est dans votre livre. Vous êtes de ces natures supérieures qui trouvent la sérénité au-dessous des orages. À chaque instant, je m'écrie en vous lisant « comme c'est vrai ». Seulement, je jette un regard moins triste sur l'avenir. Je suis fermement résolu à lutter pour le salut de mon pays et à dire à tous et en face ce qui est pour moi le juste et le vrai. Vous m'avez aperçu de loin sur cette brèche de l'ordre social, et pendant que vous vouliez bien penser à moi, je me souvenais de vous. La Providence vous réserve encore un grand et utile avenir. Votre pays a besoin de votre plume et de votre parole. Et ce sera bien ces 2 moyens d'action que Guizot va conserver. Je serai heureux de vous revoir au mois de mars, et en attendant, je vous envoie du fond du cœur un serrement de main. Très bien. Et cette lettre de Hugo est publiée dans le tome 2 de la correspondance générale de Hugo. C'est-à-dire que Hugo aussi tenait à ce que cette lettre à Guizot a été installée. Donc je veux passer ensuite à la correspondance moyen d'action et espace de réflexion pour établir son positionnement public et politique. Mais là, j'aimerais plutôt vous présenter un extrait qui me permet, puisque finalement ça c'est aussi une grande problématique du corpus, c'est d'interroger la dynamique, le fonctionnement, les caractéristiques des correspondances en précisant le fonctionnement social et politique des salons. C'est-à-dire que considérer la conversation et la correspondance comme espace et pratique d'action publique et sociale au XIXe siècle. Des hommes, mais aussi comme des femmes. Et là, je vais vous donner un exemple tiré d'un corpus, donc conservé par Guizot. C'est sa correspondance avec Madame de Mirbel, qui est donc, vous avez accès à l'ensemble de la description là, donc, sur le site. Et juste pour présenter le personnage, Madame de Mirbel, donc amie de Guizot, peintre miniaturiste, et c'est celle qui déguise Guizot en 1848 pour lui permettre sa fuite. Et donc on voit comment cette femme, qui n'était pas forcément politique, qui avait un côté plutôt mondain du salon et de la conversation, eh bien, se saisit de la correspondance et de la conversation comme modalité d'action politique et pour aider Guizot. Et là, on voit que la lettre est un objet d'animation du salon et un moyen d'action à distance. Elle lui écrit à François Guizot, donc, alors que lui, il est en exil en Angleterre. « Nous avons beaucoup parlé de vous. À un certain moment, j'ai tiré de ma poche votre petite lettre et ai lu haut le dernier paragraphe au sujet de l'attitude que vous prendriez à la Chambre. Ce que vous dites ou écrivez exerce une réelle puissance sur les organisations distinguées. Vos lettres, entre mes mains, ne peuvent que vous servir. Ne me les épargnez pas trop. Je veux créer pour vous des sympathies nouvelles et neuves. » Et en effet, à cette période-là, elle est très proche des Bonaparte. Donc, voilà.
Parfait. Je termine sur la correspondance croisée entre Guizot et Liévenne, et c'est vraiment là le lien entre la pratique épistolaire et la pratique diplomatique. Et donc là, il y a un ouvrage récent qui a montré voilà, le rôle de Dorothée dans l'acquisition des pratiques épistolaires, aristocratiques, politiques et diplomatiques de Guizot. Et donc elle lui indique au début de son ambassade à Londres, donc Dorothée Liévenne écrit à François, puisqu'elle avait cette expérience-là, elle lui donne le mode d'emploi. « Je vous prie de me dire toujours l'emploi de vos soirées. Je ne sais pas ce que vous avez fait de lundi, faites comme moi et comme vous m'aviez promis de le faire, en vous levant le journal de la veille, les faits matériels et le remplissage après. » Mais Guizot ne réussit pas toujours l'exercice. Il lui écrit donc en mai 1840 « Le bal était joli, 600 ou 700 personnes et beaucoup de belles. Toujours Lady Seymour et Lady Douro en tête, Lady Whittleman. Stanhope, charmante, plus animée que les deux autres. Lady Canning, fort jolie. Lady Lovelace, c'est la mathématicienne, très agréable, d'un agrément qui ne ressemble à aucun autre, où son esprit est pour autant que son visage. » Que va lui répondre Dorothée ? Voulez-vous de la franchise? Eh bien, j'avais bien envie hier de vous écrire une page remplie de M. Antonin de Noailles, de M. de Flamarens. Je cherche encore qui sont les beaux jeunes gens de Paris pour faire pendant à une page remplie d'observations sur les charmes de 6 ou 7 belles femmes du bal de la reine. Je fais des découvertes sur vous depuis que vous êtes à Londres. Allez-vous vous fâcher? Me punissez-vous d'être franche? Faut-il que je déchire cette feuille? J'ai le cœur gros. Je lis les journaux. J'ai cherché pour voir s'il n'y avait vraiment au bal que des jeunes femmes. J'ai trouvé alors des hommes politiques anglais avec lesquels il devait parler. J'ai trouvé Lord Grey, le duc des Wellington. Est-ce que vous ne causez pas avec ces personnes-là pendant 6 heures de suite que vous restez à un bal? Vous ne me les nommez pas. Ah, certainement, et vous le dites vous-même, vos lettres sont frivoles. Vous êtes dans le tourbillon de Londres, vous le suivez en conscience. Mais vraiment, je ne vous connaissais pas. Vous êtes jeune. Moi, je n'ai rien de jeune ou de gai à vous dire, je vous raconte du grave. Très bien. Vous avez raison, de loin, il vaudrait mieux se taire, répond Guizot. La vérité n'est pas possible. La vérité est pourtant le remède à tout, le seul remède. Vous vous croyez bien sérieuse, bien passionnée. Vous avez des légèretés inimaginables, toutes sérieuses et passionnées qu'elles sont. Vous comprenez bien que je n'accepte pas votre querelle sur les bals et les jeunes femmes. J'en aurais ri en recevant votre lettre si j'avais été en train de rire. Je crois vous avoir dit une phrase charmante de mon puritain John Newton. « Since the Lord gave me the desire of my heart in my dearest Mary, the rest of the sex are no more to me than the tulips in the garden. » Si cela ne vous plaît pas, je ne vous parlerai plus jamais des tulipes que j'ai trouvées belles. Autre leitmotiv aussi, et élément du discours épistolaire, c'est le processus d'autoportrait. Et là, vraiment, on découvre l'épistolier en artisan de soi. Et c'est vraiment une étape obligée et récurrente de la correspondance. Et c'est vraiment, l'espace épistolaire devient un terrain d'analyse et de réflexion sur son parcours. J'ai encore 2 extraits, c'est fini. Donc, il lui écrit de Londres, le 20 octobre 1840, vers la fin de son ambassade. Il sent qu'il y a une situation qui pourrait être avantageuse pour lui. Et il lui écrit donc à Londres. « Je ne sais si je vous ai bien dit le motif qui m'avait décidé à être à la Chambre le 29, à Paris. On ne fait pas faire les choses en me défiant. Mais quand j'ai vu qu'on voulait que je n'y fusse pas pour la présidence, puis que je n'y fusse pas pour l'adresse, puis que j'eusse à enfoncer mon épée jusqu'à la garde, soit pour, soit contre, je me suis demandé ce que signifiaient toutes ces exigences et pourquoi j'y céderais. Je ne suis à Paris contre personne. Je ne suis ici et ne serai là dans aucune intrigue. J'ai secondé le cabinet sans me lier à lui. Je ferai de même. Je lui ai dit à son avènement que je serai avec lui, loyal et libre. Je serai loyal et libre. Je veux prendre ma position simplement, ouvertement, rondement, tout entière. Je suis député avant d'être ambassadeur et je tiens plus à ce que je suis comme député qu'à ce que je suis comme ambassadeur. J'agirai comme député selon ma raison, ma position, mon passé. Je parlerai comme ambassadeur selon ce que j'ai pensé, fait ou accepté depuis que je le suis. Je crois que cela peut très bien se concilier. Je serai prêt, selon le besoin, à seconder ou à me démettre. Loyal pendant, libre après.
Et enfin, pour terminer avec un dernier exemple de ce processus de littérarisation du discours dans ce moment de cette posture de l'écriture à l'autre, il y a un passage proprement littéraire. Donc c'est donc la même période, hein, vous voyez 22 octobre, donc juste une semaine avant cette séance de la Chambre. Et il écrit donc, avant de quitter l'Angleterre, il est obligé d'aller suivre 2-3 phases du protocole. Et il lui écrit. Donc toujours dans cette phase d'enthousiasme et de sensation qu'il y a quelque chose qui va jouer. Hier à 5 heures, j'étais sur la route de Windsor. Le soleil se couchait devant moi, brillant, pompeux, inondant l'horizon de lumière, comme pour nous charmer de tout son éclat avant de nous quitter. Je roulais rapidement vers lui, comme pour aller à lui. L'envie m'a pris d'y aller, en effet, de sortir de notre terre, de traverser l'espace, d'aller je ne sais où, goûter je ne sais quel plaisir, pénétrer je ne sais quel mystère. Et ce mouvement de mon imagination m'a porté vers vous. Je vous ai appelé, je vous ai prise avec moi. Et tous mes désirs se sont concentrés en un seul désir. Partons, dans un baiser, pour un monde inconnu. Pendant que je vous proposais de partir, le soleil s'est couché. La nuit est venue, le froid avec la nuit. J'ai fermé ma calèche. Je m'y suis enfoncée au lieu de m'élancer dans l'espace. Vous étiez là aussi, encore plus près de moi. Et le fond de ma calèche est devenu plus charmant que le monde inconnu auquel j'aspirais. Et ce matin, dans ce château de Windsor, en sortant de mon lit, je retrouve, en vous écrivant, mes impressions d'hier. Elles me charment encore. Sans vous, si vous n'y aviez pris place, elles se seraient évanouies, comme les rayons du soleil, comme les ombres de la nuit. Mais vous les avez transformées en... Je ne les oublierai jamais. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Je crois que Marie Dupont vous a fait connaître Guizot par un biais par lequel vous ne l'attendiez peut-être pas, mais qui vous a révélé un homme plus complexe, une nature plus riche que celle qu'on lui attribue généralement. Quand même, on connaît déjà le nom de Guizot, ce qui n'est pas répandu partout. Alors pour commencer, je voudrais dire que François Guizot fut lui aussi, à sa manière, un sportif, même si le mot sportif n'existait pas encore dans les années 1820-1825. Que le petit orphelin nîmois, né sans état civil, ait accédé aux plus hautes fonctions, aux plus hautes dignités, à une réputation internationale, il le doit à ses efforts, à son énergie, et une énergie qui impliquait aussi son corps même. Par exemple, s'exprimer durant des heures à la Chambre des députés, devant un auditoire parfois hostile, et hausser la voix jusqu'au niveau des tribunes, c'est un exploit digne des plus grands artistes lyriques et qui demandait une préparation minutieuse. Et Guizot nous raconte, dans sa correspondance, comment il procédait à cette préparation par ingestion d'eau minérale et par une marche autour de sa chambre, remémorant les grands axes de son discours. Donc son corps lui-même était engagé dans son combat. Également une performance physique que d'écrire à la plume d'oie pour commencer, à la plume de fer pour continuer, des milliers de lettres et de dépêches, et une bonne centaine de livres. Les écrire soi-même et parfois les recopier pour en garder un double. Enfin, la politique pour lui, à laquelle il s'est voué avec passion, relève également de la compétition. Je dirais que François Guizot avait un esprit agonistique, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Il disait « J'aime la politique parce que j'aime la lutte ». Et le général Bugeaud, qui n'était pas un enfant de cœur, était très étonné par la combativité de François Guizot et lui rappelait qu'il était, sur le champ de bataille politique, l'équivalent de lui, le duc d'Isly, en train de sabrer les Arabes. Il a donc vécu ici, ainsi, par une hygiène très stricte, jusqu'à la veille de ses 87 ans, et réalisé une mort belle comme l'antique. C'était le 12 septembre 1874, il y a donc 150 ans. Alors je crois que cette commémoration pourrait être l'occasion de revenir sur un débat qui nous traverse tous depuis fort longtemps et qui n'est jamais épuisé, celui des rapports ambigus entre l'histoire et la mémoire. Et Guizot peut nous y aider de plusieurs façons. D'abord parce que ce débat
a véritablement pris corps avec la génération d'historiens à laquelle il appartient. Ensuite, parce que Guizot fut successivement historien, éditeur de mémoire et mémorialiste lui-même. On peut en fixer quelques étapes que vous connaissez sans doute. En 1812, il inaugure à 25 ans tout juste le cours d'histoire moderne à la faculté des lettres qui le consacrera comme l'un des plus grands historiens de son époque. Et dans ce premier cours déjà, il fait mieux qu'esquisser les voies et moyens d'un savoir renouvelé et en vérité d'une science en formation. Guizot, faut-il le lui imputer à crédit ou à défaut, est l'un des promoteurs de la note de bas de page dans les ouvrages d'histoire. La note de bas de page, vous savez, est comme le plaisir solitaire des savants purs et durs, le cauchemar des éditeurs et quelquefois l'accablement du lecteur. Mais c'est lui, véritablement, qui donne son assise, sa nécessité peut-être, à la note de bas de page qui fait florès dans tous ses écrits, notamment dans son histoire de la Révolution d'Angleterre. Il y en a au moins 10 à 12 par page. Autre étape, en créant ce qui, en 1834, deviendra 50 ans plus tard, votre comité des travaux historiques et scientifiques, surtout en définissant la mission de ce dernier dans des documents dont j'imagine que la lecture est obligatoire pour tous ceux qui prétendent participer à votre organisme ou à siéger dans cette assemblée. Il est encore temps, pour les plus jeunes d'entre vous, et même pour les autres, de réparer cette lacune si par malheur elle existait. Mais dans ces directives, il a posé là encore la question de la mémoire et de l'histoire, et il a proposé déjà des réponses. Et enfin, Marie Dupont l'a très bien justement rappelé, en publiant entre 1858 et 1867 8 volumes de mémoire pour servir à l'histoire de mon temps. Et là encore, il s'est impliqué dans ce dialogue entre mémoire et histoire, ce dialogue qui d'ailleurs convoque aussi, surtout chez lui, la politique. Histoire, mémoire, politique, c'est un peu le triptyque dans lequel, pauvre petit de banlieue, je vais essayer de vous parler encore de François Guizot. Dans sa première leçon à la faculté, le 11 décembre 1812, alors que Napoléon est en train de revenir de Russie dans un état lamentable, et la France avec lui. Eh bien, ce 11 décembre 1812, François Guizot, en parfait pédagogue, alors qu'il n'a jamais enseigné de sa vie, commence son cours par une anecdote. En 1615, Sir Walter Raleigh, cet aventurier et cet ancien favori de la reine Élisabeth Ier que vous connaissez, est enfermé à la Tour de Londres. Il est en train de rédiger la deuxième partie de son Histoire du monde quand il est dérangé dans son travail. Il regarde par la fenêtre et il assiste à une rixe sanglante dans la cour de la prison. Le lendemain, il reçoit un ami qui lui-même a été un acteur de cet incident et qui lui raconte une scène entièrement contraire à ce que lui, Sir Walter, a vu par la fenêtre. De dépit, Sir Walter jette son manuscrit au feu en disant que toute vérité est impossible à établir, et c'est ainsi que nous ne lirons jamais la deuxième partie de l'Histoire du monde, alors que la première laissait beaucoup augurer de la suite. Bref, la question que pose devant ses étudiants le jeune professeur, c'est comment faire de l'histoire avec de la mémoire. Et cette question l'accompagnera toute sa vie intellectuelle. Devenu éditeur du fait des circonstances qui ont entraîné son éviction comme haut fonctionnaire en 1820, puis son congé sans solde et sans horizon comme professeur en 1822, Guizot, qui a toujours eu besoin d'argent car il a vécu de rien, sinon de sa plume, et son traitement ministériel, mais pendant 49 mois seulement, eh bien, il entreprend de publier des mémoires destinés à fournir des sources et du matériau aux historiens, et également de satisfaire à la curiosité d'un public élargi. Ce sont, vous le savez, entre 1823 et 1826, les 25 volumes de la collection des mémoires relatifs à la Révolution d'Angleterre, dont il est en train précisément d'écrire l'histoire. Puis, entre 1823 et 1830, les 30 volumes de la collection des mémoires relatifs à l'histoire de France depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au XIIIe siècle, dont mes collègues Sorbonnard et moi-même utilisions encore les traductions pour nos étudiants il y a de cela, je dois le dire, 50 ans. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont lu ces documents, ces collections
de mémoire, ont été frappés par les notices que François Guizot, personnellement, a placées en tête de chaque livraison et qui anticipent souvent sur cette histoire des mentalités qui se développera 150 ans plus tard. Je vous renvoie, pour les médiévistes ici présents, peut-être y en a-t-il un ou deux, notamment à la présentation des Gesta Dagoberti, la ville de Dagobert, écrite à Saguenay vers 1830, ou à l'histoire de l'église de Reims de Flodoard, début Xe siècle. Ce sont de petits chefs-d'œuvre expliquant que ce que mangent les gens, ce qu'ils rêvent, ce qu'ils aiment, font partie de l'histoire autant et plus que les batailles et que les événements politiques. Jacques Lecoff, il me l'a dit lui-même, s'est inspiré de ces petits passages de François Guizot. Alors cette démarche entrepreneuriale, qui mobilisait d'ailleurs toute une équipe, des chartistes, mais aussi son épouse Pauline de Meulan, qui était une personnalité très remarquable. Cette entreprise entrepreneuriale s'est prolongée lorsqu'il accéda aux affaires en 1830, et en particulier durant son long ministère de l'instruction publique, entre octobre 1832 et avril 1837, 49 mois au total. C'est une stabilité dont on ferait bien de s'inspirer par les temps qui courent, ou qui courent mal. Ce fut ensuite, en 1833, sous son patronage, la fondation de la Société d'Histoire de France, vous le savez tous. Et je m'en voudrais, et surtout Henri Zuber m'en voudrait, s'il ne mentionnait pas sa petite sœur, bien plus tardive, en 1852, la Société de l'Histoire du protestantisme français, qui, par son appellation même, SHPF, dérivant de SHF, dont François Guizot fut nommé aussitôt président d'honneur, et qui avait d'ailleurs cet intérêt pour le sujet qui m'occupe, d'essayer de capter ce qui n'était qu'une mémoire d'un groupe minoritaire et longtemps brimé, on peut le dire, pour le transformer en élément de l'histoire nationale, donc de convertir de la mémoire en histoire. Et je crois que la Société d'Histoire du protestantisme français, Monsieur le Président, continue à concourir à cet exercice. Naturellement, en 1834, d'ailleurs j'en profite, car vous m'en voudriez aussi, je vous signale que depuis la semaine dernière, une exposition à la Société de l'Histoire du protestantisme français, qui, comme son nom ne l'indique pas, se trouve rue des Saints-Pères, eh bien, une exposition est consacrée à sport et protestantisme. Je vous invite tous à venir voir que pour être sportif, on n'en est pas moins protestant, ou l'inverse, comme vous voudrez. Donc en 1834, la création de ce qui deviendra 50 ans plus tard le Comité des travaux historiques et scientifiques. Là, il s'agit de votre histoire à vous, je ne m'y attarde pas, d'autant que Mme Simone Mazouric, au Congrès de Reims de 2015, a fait une communication précisément sur ce sujet, la création du CTHS, par François Guizot et son équipe. Il faut simplement souligner, à cette occasion, que l'histoire et la mémoire, dans ces années 1830-1840, commencent de cheminer de conserve vers des objectifs analogues, même par des voies diverses. Il est intéressant de consulter, dans les premières années, les programmes de publication des deux organismes, supervisés par Guizot. Alors aussi la démarche qui accompagne ces publications et les responsables des éditions ainsi établis. Quoi de commun, par exemple, entre l'érudit Jules Quicherat, se saisissant des procès de Jeanne d'Arc pour en donner une édition indépassable, et puis le romancier Eugène Sue, qui s'arrange comme il peut de la correspondance de l'amiral de Sourdis. Eh bien, il y a ceci de commun, je crois. C'est une exigence scientifique constamment rappelée, même si sa mise en œuvre laisse parfois à désirer. Et aujourd'hui, certaines de ces publications, des publications d'un autre siècle, même d'un autre siècle, demeurent sans équivalent. Nous les consultons toujours. À cette époque, ces publications venaient à leur heure. Vous savez tous à quel point, sous la monarchie constitutionnelle, l'atmosphère était à l'histoire, pour des motifs à la fois esthétiques, politiques, et même pour des considérations sociales. Au fond, la question posée à la génération née entre 1785 et 1805, pour faire vite entre Guizot et Tocqueville, était: qu'est-il arrivé durant cette période chaotique? Comment l'expliquer? Qui sommes-nous au juste? Et où allons-nous? Pour savoir où nous allions, il fallait d'abord savoir d'où nous venions. Et l'histoire fut alors le recours de cette génération dont on s'épuiserait à citer les grands, les moins grands et les féconds historiens. Comme témoin, nous avons par exemple Prosper de Barante,
en 1828. Vous savez qu'il deviendra président de la Société de l'Histoire de France et qui écrit « Notre siècle est saisi par l'histoire, par la fièvre historique ». Chateaubriand en 1831. Tout prend aujourd'hui la forme de l'histoire. Naturellement, l'histoire de la France était convoquée pour y voir clair. Mais cette histoire de France, cette histoire de la France, une histoire qui fut vraiment nationale, elle n'existait pas. Déplore Augustin Thierry en 1829 et à sa suite Henri Martin en 1833 et aussi Michelet. Guizot est celui, avec d'autres, mais principalement parce qu'il en avait les moyens, fut un des premiers à donner l'élan indispensable au développement d'une histoire vraiment nationale, en commençant par pourvoir les historiens du matériau nécessaire et de quoi alimenter la curiosité d'un public de plus en plus nombreux. Comme en tout temps, mais en ces temps-là particulièrement, l'entreprise scientifique menée par Guizot et par ses amis répondait à un projet politique, on dirait aujourd'hui idéologique et culturel, lequel ancrait la monarchie parlementaire et plus généralement le système représentatif dont Guizot s'était fait l'historien et le chantre, les ancrer dans le passé national pour en confirmer la légitimité et l'inscrire dans le mouvement général de la civilisation, cette histoire de la civilisation à laquelle Guizot a consacré son grand cours de 1828-1830, et cette histoire de la civilisation à qui il doit une grande part de sa renommée. Ainsi, l'histoire venait en appui de ce que Guizot appelait le gouvernement libre ou le gouvernement des esprits, dont il se fut le promoteur et l'agent dans l'opposition sous la Restauration, au pouvoir sous la monarchie de Juillet. Comme on sait, les événements ne vinrent pas consacrer la monarchie constitutionnelle comme l'horizon indépassable du gouvernement de la société française, comme si l'histoire donnait tort à la raison. Guizot en fit politiquement, et même personnellement, presque physiquement. Il dut se déguiser en femme, puis en domestique. Il en fit physiquement les frais. Mais son robuste tempérament lui interdisait de prendre son parti de cette défaite, de cet échec, qu'il avoue, mais qu'il attribue naturellement à de mauvaises raisons. C'est pourquoi, moins de 10 ans après sa chute politique, il décida de rédiger ses mémoires pour servir à l'histoire de mon temps. En quelque sorte pour réparer, dans l'ordre intellectuel, cette sorte d'entorse aberrante provoquée par les faits. Guizot, d'une certaine manière, n'aimait pas les faits. Il disait à quelqu'un un jour « Je vous méprise comme un fait ». Et il voulait dire par là que le fait est conjectural ou conjonctural, alors que la raison, elle, est insensible au temps. Et en entreprenant ses mémoires, il anticipait un peu à cette remarque de son disciple Albert Sorel, que vous connaissez tous, en 1903, « Il n'y a pas de bataille perdue qui ne se regagne sur le papier ». Et du papier, Marie Dupont vient de nous le dire, peu de personnalités au XIXe siècle en consommèrent autant. Il s'agit, je crois qu'on peut le dire, après votre démonstration, chère Marie, que la correspondance de François Guizot est la plus importante du XIXe siècle français. Et il faut y ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute son activité ministérielle, dont l'essentiel est faite de sa main. C'est un homme qui ne dicte à peu près jamais. Donc, dans ses mémoires, 8 volumes, environ 4000 pages, qui sortent de sa plume avec une régularité métronomique. C'est quelqu'un qui peut dire, en 1858, « J'achèverai mon 3e volume en octobre 1859, puis en début de 1861, je ferai le 4e et à la fin de l'année le 5e. » Et en effet, il est retombé sur ses pieds 9 ans après avoir pris la décision de publier son ouvrage. Et pour donner à ses mémoires tout leur poids, et ça c'est bien Guizot, il a voulu, à la différence de Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe, et contre les avis de Tocqueville, il dit qu'on ne peut rien dire si on ne dit pas tout, et on ne peut tout dire que post-mortem. Eh bien, lui a voulu que ces mémoires parussent de son vivant afin de pouvoir en répondre politiquement, répondre de ce qu'il avait pensé, de ce qu'il avait fait, et continuer à affirmer des convictions en dépit d'une vicissitude provisoire de l'histoire. Il releva un défi, car c'était, je vous l'ai dit, un homme de combat. Mais en même temps, comme l'observait Camille Julien, qui, malgré son républicanisme, avait beaucoup d'admiration pour Guizot, c'est ce que dit, je crois, Camille Julien, tout en étant homme d'État, n'a jamais cessé d'être historien. En y réfléchissant, c'est peut-être
à cause de cela qu'il eut une impopularité aussi grande. C'était un professeur en politique. Et les électeurs, et même la population, n'aiment pas toujours le professeur qui use de méthodes castigatoires pour leur enseigner ou leur faire avaler ce qu'ils ne veulent pas ingérer. Or, à la tribune, comme dans la chaire, et pas du tout dans la vie privée, comme on l'a vu, Guizot était un homme qui en imposait par l'argument d'autorité, d'autant que ses arguments étaient généralement extrêmement bien étayés. En effet, le mémorialiste de 1858, c'est là qu'il reste historien, a mis en œuvre les voies et moyens qu'il avait définis par son premier cours de 1812. À partir du deuxième volume, qui paraît en 1859, il entre dans sa période proprement ministérielle, puisque les mémoires s'arrêtent en février 1848. Et déjà, alors qu'il n'a dit pas un mot sur son enfance, fils de guillotiné, enfance à Genève, ses mémoires commencent en 1805, en disciple de Descartes d'ailleurs. L'enfance, c'est ce qu'il faut écarter à tout prix. Eh bien, il ne commence qu'en 1805, quand il revient à Paris, faire des études de droit, qui d'ailleurs tourneront rapidement, le dirigeront vers une autre voie. Eh bien, alors que dans son premier volume, il parle encore un peu de lui comme personne, à partir du deuxième volume, il n'est à peu près plus question d'éléments personnels, et ces éléments personnels qui sont ceux que le lecteur de mémoire recherche avant tout. C'est des mémoires des journalistes dont je pourrais citer 2 ou 3 noms marchent bien, c'est parce qu'en effet, ils ont vu peut-être un président de la République en pyjama, comme il faut le dire. Guizot a vu la reine Victoria en robe de chambre à Windsor, en chemise de nuit, pardon, et le lendemain matin, ils en ont beaucoup ri, tous les deux. En effet, tout le monde n'a pas vu la jeune reine Victoria en chemise de nuit, mais il se garde bien de le dire dans ses mémoires. Donc dans ses mémoires de moins en moins personnelles, de plus en plus historiques, eh bien, il recourt à une documentation de plus en plus exponentielle, qu'il soit cité in text ou renvoyé dans des annexes qui sont elles-mêmes de plus en plus importantes jusqu'à occuper quelquefois un gros tiers ou une petite moitié de chacun des tomes. S'il rassemble une énorme documentation, c'est que, comme il dit à son disciple, je dirais à son assistant, Charles Lenormand, c'est peut-être un nom qui dit quelque chose à ceux qui s'intéressent à l'historiographie du XIXe siècle. Charles Lenormand, qui avait épousé la nièce de Madame Récamier, était un égyptologue et un helléniste, qui était à l'époque conservateur adjoint du cabinet des médailles, et qui est très largement actif dans la Société d'histoire de France et au premier comité des travaux historiques et scientifiques dont il est le secrétaire. Et donc il écrit à Charles Lenormand « Je ne veux rien dire qui ne soit parfaitement exact. » C'est bien le moins. Sauf que dans les mémoires, confère Chateaubriand que tout le monde a à l'esprit, ce n'est pas la préoccupation principale de l'auteur. Et à Camille Rousset, qui fut aussi son élève et qui était directeur des archives de la guerre, qu'il a fait nommer sous le Second Empire, « Je ne veux rien dire qui ne soit parfait... J'ai la manie d'en savoir plus que je n'en emploierai. J'ai la manie d'en savoir plus que je n'en emploierai. » C'est une manie, d'ailleurs, dont on peut souhaiter qu'elle se raréfie de nos jours. Cette manie d'en savoir plus qu'on ne va en employer. Parfois, c'est l'inverse. Et alors, on le voit opérer sur ses mémoires, à mesure qu'elles se déroulent, comme il a opéré en écrivant, quelques années plus tôt, son histoire de la Révolution d'Angleterre. Et comme si ces documents ne suffisaient pas, Guizot a publié en même temps qu'il écrivait ses mémoires une histoire parlementaire de France, assez prétentieux, en 5 tomes, qui reproduit ses discours, presque tous ses discours, entre 1819 et 1848. Et il a placé en tête de cette publication considérable un de ses meilleurs textes. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de très bons textes dans Guizot qui ne sont pas toujours les plus connus. Et celui-là, je me permets de vous le recommander. Comme je vous recommande aussi, par exemple, son discours sur l'histoire de la Révolution d'Angleterre, qu'il a placé en tête d'une réédition de cette histoire de la Révolution d'Angleterre, qui est un texte de 120 pages, tout à fait exceptionnel, qui met en parallèle les révolutions anglaises, américaines et françaises. Et bien là, en tête de son histoire parlementaire de France, il a placé une longue préface intitulée
3 générations, 1789, 1814, 1848. Et là, j'ai déjà noté ce que Guizot pouvait avoir de pionnier dans l'histoire des mentalités. Là, il a dégagé et rendu efficace cette notion de génération qui n'a cessé depuis lors, vous le savez, de montrer sa pertinence dans l'explication historique et politique. Je crois que le phénomène de génération explique au moins autant que ces mouvements profonds dont le regretté Pierre Renouvant nous a, dans lequel il s'est répandu pendant à peu près 40 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle, dans une sorte de chiasme, l'histoire de la Révolution d'Angleterre et les mémoires de Guizot. Dans la Révolution d'Angleterre, qui est de conception et de réalisation scientifique, comme je le dis avec son appareil de notes extrêmement touffu, eh bien, malgré tout, il dit cette histoire de la Révolution d'Angleterre, que j'ai voulu tout à fait détacher des événements, elle pourrait, je crois, je le cite, apporter quelques vives lumières sur notre révolution à nous et sur notre situation actuelle. Il écrit ça en 1850, quand Louis-Napoléon Bonaparte commence à monter, comme Cromwell l'avait fait en son temps. Et en revanche, les mémoires, qui par définition est un genre subjectif et personnel, eh bien, prennent la forme d'une démonstration magistrale, quasi universitaire, avec, je l'ai dit, donc c'est tous ces documents originaux, y compris dans sa présentation matérielle. Autrement dit, si l'histoire restait la poursuite de la politique par d'autres moyens, la politique chez Guizot était élevée à la dignité de l'histoire. C'est du moins ce qu'il croyait ou qu'il s'efforça de faire croire. Il a écrit à sa fille Henriette de Witt, l'éditrice de tous ses livres posthumes, Henriette de Witt, il l'a écrit en 1859. Je suis sûr que ces mémoires, en même temps qu'ils donneront à l'avenir un tableau vrai de mon temps et de la part que j'y ai prise, ne seront pas sans action sur le présent. En 1859, François Guizot n'a pas renoncé à tout, même s'il sait que sa période de politique active m'est terminée. Mais en politique, vous savez qu'on ne sait jamais. Et de fait, peu d'années après l'achèvement de ses mémoires, en 1867, c'est le retour, avec l'Empire libéral, de l'orléanisme. Et ses anciens amis, ou, comme Charles de Rémusat, ou les enfants de ses amis, sont alors au pouvoir. La République des Ducs, que Daniel Lévy a si bien décrite, eh bien, elle est menée par qui ? Par Albert de Broglie, Gabriel d'Audifré-Pasquier et Louis Decazes, qu'il a nommé attaché d'ambassade dans les années 1840 et qui lui doivent en réalité une part de leur faute. Donc les idées de Guizot, semées ici et là, y compris dans des mémoires qui ont eu un très gros succès, on estime que, mis bout à bout, ils ont représenté à peu près 120 000 volumes, eh bien, a pénétré, a percolé dans la société politique et a, au fond, porté ses fruits dans la génération, même 2 générations suivantes, puisque vous le savez, Jules Ferry, dans l'aspect éducation, instruction publique de son parcours, s'est réclamé, après Victor Duruy, de François Guizot. Et au total, et plus profondément, et je conclurai par là, ça ira, je conclurai par là, plus profondément, me semble-t-il, l'ambition explicite de François Guizot, une ambition qui d'ailleurs a parfois suffoqué ses contemporains par le naturel avec lequel il la débitait. Devant l'ambassadeur d'Autriche, Hübner, il a dit « Eh bien, écoutez, au fond, je suis aujourd'hui ce qu'ont été Thucydide, Tacite et Machiavel. » Et aussi, et c'était des grandes admirations de Guizot à laquelle je vous suggère de vous reporter les mémoires du grand chancelier d'Angleterre, Lord Clarendon, dont vous savez qu'il a été le principal ministre de Charles II et qui a été disgracié par une faction rivale, un destin très comparable à celui de Guizot. Alors cette double fonction, au fond, historique, politique, lorsqu'elle est assumée et exprimée au plus haut niveau intellectuel et littéraire, comme c'est le cas de François Guizot, même s'il n'est pas un styliste, vous avez pu voir dans sa correspondance les bonheurs d'expression. Or, c'est quelqu'un qui ne revient jamais sur ce qu'il écrit. N'est-ce pas, Marie ? La correspondance, je ne connais aucune lettre, mais naturellement il y en a, ou même un brouillon de lettres ou de dépêches qui soit jamais raturé. C'est quelqu'un qui, généralement, je suppose, formule des phrases dans son esprit et les fait passer du cerveau
au papier sans jamais broncher. Une plume qui ne bronche jamais, c'est ce que disait Sainte-Beuve en regardant ses lettres. Bref, cette double fonction historique et politique, elle répond bien, je crois, à la définition des mémoires d'État. Les mémoires d'État sont une denrée rare. Mon maître René Raymond a ainsi reconnu que les mémoires, pour servir à l'histoire de mon temps, se situaient, a-t-il dit, comme point de rencontre entre l'expérience directe de l'homme politique et la méditation de l'historien. Et dans sa réflexion sur les mémoires d'État, Pierre Nora a dressé un parallèle entre François Guizot et Charles de Gaulle, dont il dit qu'ils sont les deux plus grands mémorialistes de l'État démocratique qui cherchèrent par leur mémoire à faire cette jolie expression, qui cherchèrent par leur mémoire à faire leur salut historique. Alors, ce que le général a manifestement réussi, l'ancien président du Conseil de Louis-Philippe y est-il parvenu? Eh bien, n'y voyez aucune malice. Je vous suggère de le vérifier dans une édition abrégée des mémoires de Guizot, 800 pages tout de même, qui va paraître prochainement et que j'ai eu l'honneur d'établir, de présenter et d'annoter. Je vous prie de m'excuser de terminer ainsi par une considération toute commerciale, mais l'occasion était trop belle, même si vous n'êtes plus très nombreux. Et maintenant, je me tais.